Et là-dessus se passe un tremblement de terre pour moi. C'est qu'au mois de novembre, Yitzhak Rabin est assassiné. Et mon ex-mari, le futur ex-mari, me téléphone à Paris et me dit, il était dans un état désastreux. Il me dit, mais Yitzhak Rabin a été assassiné, mais tu te rends pas compte, etc. C'est la fin de la paix. Il y a eu un déclic incroyable. Ce sentiment de, tout d'un coup, d'appartenance. Tout d'un coup, je me dis, mais c'est là-bas que j'ai envie d'être. Elisabeth Kedem, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir chez toi, en plein cœur de Tel Aviv. Merci à vous d'être venue me rendre visite. Maintenant, avec plaisir, on est là parce que tu as choisi Israël il y a 25 ans. Tu es issue d'une famille de grands résistants, les Weintraub. Oui. On imagine que tout ça a dû avoir une incidence dans ton choix de vie. C'est du côté de ma mère, donc Léa et Jacques Weintraub, qui sont mes grands-parents, qui ont été des grands résistants, puisque mon grand-père a été déporté, et bien qu'il se soit évadé, de toute façon, on n'a plus jamais eu de nouvelles, donc on suppose qu'il a été soit à Auschwitz, soit qu'il s'est enfui et a été abattu. Lui, il dirigeait le réseau de faux-papiers à Nice, entre autres activités, et ma grand-mère faisait passer les convois d'enfants en Suisse. Voilà, et ta grand-mère était une amie de la grande résistante Mila Racine. Oui, entre autres, ma grand-mère était très amie aussi avec les Klarsfeld, et c'était une époque, c'était une époque complètement dingue. Et d'un côté, c'est un immense cadeau évidemment d'avoir une histoire pareille, c'est une immense fierté. D'un autre côté, c'est quand même lourd à porter parce que c'est vrai que certaines valeurs ont guidé toute ma vie, ont été extrêmement importantes. Parce que je peux que regarder, je me sens toute petite toujours par rapport à des choses que mes grands-parents ont fait. Il y a eu beaucoup de souffrance aussi dans toutes ces histoires quand même. Parce que résistant, mais il n'empêche que mon grand-père n'est jamais revenu, que ma mère a grandi sans père, que ma grand-mère l'a attendu pendant des années au Lutetia, c'est pas si simple que ça quand même. Mais pourtant, ton grand-père a écrit une dernière missive, la dernière trace que vous avez de lui lorsqu'il était à Drancy, où il parle d'Israël, c'est quand même incroyable. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand il a finalement été arrêté par la Gestapo et il a été relâché, il a réussi à sortir de la Gestapo et puis il s'est rendu compte qu'il avait oublié une serviette avec des papiers compromettants pour des amis et donc il est retourné et là effectivement il s'est fait arrêter et il a été à Drancy et quand il a su qu'il allait prendre le train pour une destination inconnu, il a envoyé une dernière lettre en disant qu'il avait bon moral et il a dit Chazak Vematz, qui est soyez fort et courageux, la devise de la Shomer Hatzair, dont il faisait partie, et Nitrae Be'eret Israël. On se reverra en Israël. Ce que je voudrais maintenant te raconter une anecdote incroyable, c'est que bien des années plus tard, puisque je crois que c'est en 2006 si je me rappelle bien, j'ai tourné dans une série qui s'appelle Revivre sur l'Alia marocaine. Le réalisateur était Chaim Bouzaglo et il y a une scène qui se passe dans le port de Haïfa où on arrive en fait en Israël. On est habillé d'époque, etc. Moi, je jouais une femme française réfugiée et on chante la tikva en arrivant sur le port. Et c'était d'ailleurs la tikva à l'époque, c'était pas tout à fait les mêmes paroles. Je me suis mis j'étais plus du tout dans le personnage, je me suis mis à pleurer parce que je me disais, si mon grand-père avait vu sa petite fille en train de chanter la tikva sur ce bateau dans le port de Haïfa, ça aurait été extraordinaire, quoi. Et le caméraman après me dit je n'arrivais plus à détacher la caméra parce que tellement c'était il y avait d'émotions et je dis ouais mais j'étais partie complètement ailleurs quoi, j'étais plus du tout et ça reste quelque chose qui m'a beaucoup frappée, surtout que je suis pas vraiment venue par sionisme au départ. Mais c'est ça qui est tout à fait honnête. Mais bien sûr, on va le raconter, mais c'est vrai qu'on est obligé de faire ce petit retour arrière parce que on se rend compte que quand même c'est très présent dans tes racines, on peut même dire dans tes gènes, parce que après tout ta grand-mère qui était sans ton grand-père, parce qu'on peut dire qu'elle était veuve, on ne l'a jamais retrouvée, mais donc elle était sans lui. En 1960, elle fait le choix de venir seule. Ouais. Avec sa petite fille, donc ta mère, s'installer en Israël. Enfin, ma mère avait déjà 18 ans, hein. Elle a fait son armée ici, ma mère. Et ensuite, ma grand-mère a fini bien des années plus tard par se mettre avec quelqu'un qui est mon grand-père adoptif, en fait, puisqu'il est décédé depuis, qui était un soldat américain qui est arrivé pendant le débarquement. Et qui, lui,
a amené des bateaux ici, conduit des bateaux comme l'Exodus, a été un fondateur du kibbutz Ratzor. Et donc, ils n'ont jamais vécu ensemble. Elle était à Tel Aviv et lui était au kibbutz Ratzor, mais pour moi, c'est ma famille adoptive à Ratzor. Enfin, une de mes familles adoptives. Mais c'est fou parce que toi, justement, alors avec ce passé chargé, lourd, etc., pour toi, c'était la France, quoi. C'était ta patrie, c'était la France. D'abord, moi, j'ai grandi à Paris et mes parents étaient très, très Shomer HaTzaïr. Et à Paris, ils avaient leur groupe d'amis de la Shomer HaTzaïr, etc. Et alors, moi, j'ai résisté complètement à ça. Autant j'admirais ma grand-mère, tout ça, Israël, c'était très bien pour les vacances, mais j'étais très rebelle. Pourtant, tu connaissais bien Israël, tu allais tous les étés. Oui, j'y allais tous les étés. J'avais la famille de ma mère ici aussi qui est montée, et puis des amis et tout ça. Mais non, moi c'était pareil. Moi, de toute façon, je ne pouvais pas m'imaginer vivre à plus de 10 mètres du périphérique, en gros. Mais c'est même pas ça, mais c'est aussi surtout ton amour pour ce qui va devenir ton métier, la danse, le théâtre, les arts. Oui, c'est ça. C'est-à-dire mes préoccupations étaient très très loin. Mes parents ont bien tenté de me mettre à la Shomer HaTzaïr, au droit, au ZEI, peu importe, pourvu que je sois dans un groupe. Mais alors, pas du tout. D'ailleurs, je me sens pas très bien dans les groupes. J'ai besoin de mon indépendance. Alors, qu'est-ce qui fait que un jour, à 32 ans, tu décides, après avoir... alors que tu avais un petit début de carrière quand même à Paris, en France. J'avais quand même déjà une carrière de danseuse derrière moi et de mannequin. J'avais déjà dansé pendant 10 ans. J'ai fait l'école Martha Graham à Londres. J'ai passé 4 ans de ma vie à Londres. Et ensuite, j'ai commencé les cours de théâtre. J'avais 28 ans, 27-28 ans. J'étais au cours Vera Greg à Paris. J'étais avec Julie Gaillet, Karine Viard, Florence Thomasin, Samir Ghesmi, enfin des acteurs qui tournent non-stop aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai eu la chance de tourner avec Julie Gaillet dans un film de Pascal Elbé quand il est venu ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, j'avais pas du tout prévu de venir ici. Sur le plan personnel, ma vie n'était pas tout à fait stable et j'avais eu une relation assez compliquée. Et je viens l'été pour voir ma grand-mère comme tous les étés. Et j'ai un ami qui est comme mon frère adoptif ici qui me dit « Écoute, il faut que je te remonte le moral. Je descends dans le Sinaï avec des collègues, des amis du travail. Lui était pilote d'hélicoptère et viens avec moi. » Et là, je rencontre celui qui ensuite est devenu le père de mes enfants. Et bon, le Sinaï, c'est paradisiaque. Hein, et ça a été ma période conte de fées. Le conte de fées a commencé là. Alors lui était commandant dans l'armée de l'air israélienne. Il avait grandi dans un kibbutz. Il était pilote de F-16. Et il me montrait les étoiles dans le désert du Sinaï. Donc si tu veux... Très difficile de ne pas succomber. Voilà, c'est ça. Sauf que, la raison me revenant, quand même, on a commencé une histoire en fait. Et toi, tu rentres à Paris. C'était l'été 95, je rentre à Paris. Et lui était très amoureux et moi je lui dis regarde c'est très sympa mais tu vois vu que toi t'es dans l'armée bon t'es obligé d'être coincé là-bas et moi en Israël c'est niette hors de question. Tu voulais pas pourquoi? Ça te correspondait pas parce que tu voulais faire carrière en France? Écoute, ici il y avait rien à faire pour moi, je parlais pas l'hébreu, je voulais faire carrière en France. J'étais dans un collectif de théâtre. Je rencontrais Dominique Besnéard, j'ai tourné un clip avec Johnny, enfin il y avait des choses qui bougeaient quand même, tu vois, j'avais une petite carrière qui démarrait, j'avais un agent, bon, je dis qu'est-ce que je vais venir faire ici, il n'y a rien pour moi, je ne vais pas rentrer dans un théâtre national, donc a priori, donc j'ai dit non, écoute, c'est bien sympa tout ça, c'est super entre nous et tout, mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Et là-dessus se passe un tremblement de terre pour moi, c'est qu'au mois de novembre, Yitzhak Rabin est assassiné. Et mon ex-mari, le futur ex-mari, me téléphone à Paris, en pleine nuit, et il me dit, il était dans un état mais désastreux, il me dit, mais Yitzhak Rabin a été assassiné, mais tu te rends pas compte, etc. Mais c'est terrible, et c'est la fin de ci, et c'est la fin de la paix, et c'est là. Sur le moment, je réalise pas tellement, tu vois, je dis, bon, ok, ouais, c'est pas des bonnes nouvelles, tout ça. Et le lendemain matin, je me lève et j'allume la télé. Et toute la journée, je reste plantée devant ma télé, debout, à pleurer, de voir tous ces Israéliens, etc. Et il y a eu un déclic incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce qui me fait ça en France? Alors d'accord, il y a eu Mitterrand, tout le monde dans les rues avec les roses et tout, tu vois, c'était sympa. Mais
ce sentiment de tout d'un coup d'appartenance et d'avoir envie d'être en Israël. De sentir qu'on fait partie de ce peuple-là. Et de sentir que bien que j'ai résisté un temps soit peu en disant je n'ai rien à faire là-bas, blablabla, blablabla, tout d'un coup je me dis mais c'est là-bas que j'ai envie d'être. Et me voilà l'été d'après avec mes petites valises, je débarque comme une fleur. Sans rien avoir préparé. Sans rien avoir préparé du tout. Non, avec mon grand sourire et très sûre de moi que Israël va m'accueillir les bras ouverts et avec un grand amour. Avec un grand amour, avec un grand quand amour. Même monsieur le pilote qui t'attend à l'aéroport quand même. Alors monsieur le pilote qui m'attend à l'aéroport et moi extrêmement parisienne à l'époque, j'arrive mini-jupe, petit talon, machin, petit pull très serré, le brushing, machin et tout, je sors de l'avion, j'atterris, c'est un jeudi et il me dit écoute, je suis désolée mais ça va pas se passer tout à fait comme prévu ton arrivée parce que je suis appelée à la base et donc je dois aller à la base, je suis en alerte et tout. Et du centre de Paris, je me retrouve sur une base, avec ça courait partout, il y a eu une alerte évidemment, j'ai vu les F-16 décoller, c'était comme dans un film, c'était comme dans un film, mais vraiment. et mon séjour, mon alia a démarré comme ça. Et puis bon, après ça s'est enchaîné plus conventionnellement, on va dire. Mais tu es rentrée, on peut dire, directement parce que ton conjoint était israélien dans la société israélienne. Est-ce que ça t'a aidé à t'intégrer ? Ah mais complètement, mais moi déjà j'avais fait mes études à Londres et moi j'étais j'ai toujours été très attirée par les autres langues, par les autres pays, j'ai travaillé en Grèce, avec la danse je tournais beaucoup et tout, donc j'aimais beaucoup ça, c'était le rêve total, j'avais le tapis rouge déroulé, il n'y avait pas de problème d'argent, il n'y avait pas de problème de boulot puisque je m'étais dit je vais déjà atterrir, j'allais à l'Ulpan. Je refusais catégoriquement qu'on me fasse l'appel et qu'on me donne des devoirs. Je disais, il ne faut quand même pas exagérer. J'ai 32 ans, ça va. L'école, s'il y a 18 ans, vous n'allez pas me dire si je dois être présente ou absente et me mettre des avertissements. Tu vois, ça ne va pas être possible. Mais je bossais quand même dur mon ulpan. Et puis, l'après-midi, j'allais à la plage, Beten Gav Beten, tout ça. Le soir, on voyait des copains israéliens. Et vraiment, le début. Et comme en fait, je suis venue... Je connaissais et j'attendais rien. Tout m'a semblé, tout était génial quoi. Il faisait beau, il y avait la mer, tout le monde m'accueillait les bras ouverts. Il y avait ma grand-mère. Ah oui, il y avait ta grand-mère. Il y avait ma grand-mère, j'étais tellement heureuse d'être là pour elle parce qu'elle m'a vu arriver, c'était inouï pour elle. Puisque sa propre fille était redescendue et donc le fait que moi je débarque, c'était extraordinaire. C'est ça le secret d'une alia réussie, c'est le fait de ne rien attendre. J'ai tout eu en arrivant. Ça c'est compliqué après, faut pas non plus... non, faut pas croire, on a toute notre dose de problèmes, etc. Mais le début de mon alia, je peux pas me comparer à des familles qui lâchent tout, qui arrivent ici, qui ont du mal à trouver du travail, etc. Moi j'avais des amis ici dans le milieu du cinéma un peu, j'ai rencontré un agent, j'étais chez Levi Aharon qui était un grand agent. Quand je suis arrivée chez Levi Aharon, moi, ma référence, d'abord j'étais sûre que j'allais être comédienne, que j'allais faire du cinéma, que tout le monde m'attendait, que blablabla, tu vois. Et au début, ça s'est bien passé. J'ai fait des pubs, je parlais pas l'hébreu, donc je pouvais pas non plus attendre de tout faire. Et quand je suis arrivée chez Levi Aharon, je lui ai dit, écoute, moi, je veux rencontrer Assi Dayan. Assi Dayan, pour moi, c'était le réalisateur israélien avec lequel je rêvais de travailler. Il avait fait La vie selon Akfa, c'était pour moi mon film culte israélien. זה בשבילך, לפני שאת עוזבת. Et je voulais absolument le rencontrer. Et c'est tout ce que Assi avait des problèmes, il avait des séjours en hôpital psychiatrique, des moments où il allait moins bien, etc. Et Livia m'a dit, c'est pas possible, je peux pas te le faire rencontrer, il va pas bien en ce moment, blablabla. J'ai mis ça de côté. Et 15 ans après, mon agent m'appelle, et me dit il faut que tu passes des essais pour jouer la femme d'Assi Dayan dans un docu-fiction qui va être bientôt tourné, qui va s'appeler Amekulalim, qui était écrit par Tom Chauval, et il y avait un épisode sur Yona Volard, et il y avait un épisode sur Assi Dayan. Et il voulait que je joue sa femme. Et je fais des essais avec Assi Dayan. Donc déjà pour moi, d'arriver tu vois, et parce qu'après tout, les essais 15 et ça ans, match. c'est extraordinaire. Et ça match. Et la production me dit,
on va commencer à travailler avec Assi Dayan et donc on veut que vous fassiez connaissance, etc. Donc vous allez sortir un petit peu ensemble, etc., etc. Et donc je me retrouve assise au Zoa pour aller voir un spectacle avec Assi Dayan et avant on boit un verre de vin et il commence à me parler de son père. Et je me dis mais attends, Elisabeth Kedem, assise seule en face d'Assi Dayan, qui te raconte la vie de son père Moshe Dayan. Mais il n'y a que dans ce pays que ça va se passer, tu vois. Et on finit la soirée, on reprend un verre de vin et machin, etc. Et tout d'un coup, Assi me dit je veux rentrer. Je dis bah d'accord, je vais te ramener. Il me dit non, je veux rentrer tout de suite, appelle-moi un taxi. Je dis bon ok, je t'appelle un taxi. Assi. C'était Assi déjà vers la fin, enfin c'était pas très longtemps avant. Il n'était pas très bien déjà. Hein. Et je lui dis, j'appelle le taxi et je lui dis bon alors tu habites où? Et il me dit alors, le nom de ma rue ici à Tel Aviv. Je dis comment ça le nom de ma rue? Je dis mais t'as quel numéro? Il me dit je suis au 10. Je dis mais c'est pas possible, moi j'habite au 8. Et il prend le taxi et il s'avère que Assi habitait la prochaine maison, là, dans la rue. Incroyable. Et on commence à se voir. Il débarque ici dans le jardin avec sa bouteille de vin blanc et on boit des coups. Il me raconte et il m'offre des cadeaux à chaque fois. Et c'est fou quand même. Mais c'est une histoire de dingue. C'est fou, c'est une histoire de dingue et on devient amis. Et donc j'avais Assi Dayan avec moi. Par contre, et malheureusement pour moi, Amekou Lalim ne s'est pas fait parce que la même année, enfin pas avec lui en tout cas, parce que la même année est sorti ses mémoires autobiographiques et donc ça faisait double emploi et donc voilà. Ça s'est pas fait. Et donc ça s'est pas fait. C'est une magie spéciale dans ce pays, parce que ça revient souvent dans les témoignages. C'est le Mahagal, il y a un truc de Mahagal quand même, parce que de penser que le premier jour, enfin à mes débuts ici, j'ai dit je veux absolument travailler avec Assi Dayan, et finalement tout s'est passé autrement, mais la rencontre elle s'est faite. D'abord ici c'est facile de rencontrer les gens, c'est-à-dire tu veux rencontrer un réalisateur, tu le rencontres, tu as son numéro de téléphone en un jour, tu bois un café avec lui la semaine prochaine. J'ai rencontré Ronit Elkabetz, on a bu un café ensemble. D'ailleurs, Ronit, quand je lui parlais des problèmes ici, qu'ont les comédiens, etc., les franco-israéliens, elle me dit « Mais il faut que tu écrives ton film. C'est la seule possibilité pour toi, c'est d'écrire ton rôle. » Je dis « Ouais, mais tu sais, Ronit, pas tout le monde peut écrire, quoi. » Alors, il y a eu des hauts, mais il y a aussi des bas, évidemment. Tu l'as pris à tes dépens, parce que ici, faire un seul métier, en tout cas quand on est artiste, ça marche pas. À moins d'être hyper connu, et encore. C'est compliqué, il n'y a pas de politique de soutien aux artistes comme il peut y avoir en France avec les congés spectacles et des choses comme ça, et des aides, etc. Et les stages, les stages et tout ça. Ouais. Ici, il n'y a pas. Donc, non, il n'y a rien. Donc comment on fait? Déjà, il y a un budget de culture qui est de moins d'1% ou d'1% à peu près, ou peut-être ça a monté maintenant à 2%, je ne sais pas quoi, par rapport à la France qui est à 10, 12, 15, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et il n'y a aucune aide. Donc ici, en gros, se débrouiller. Il faut se débrouiller et si tu as la chance de faire ton métier, c'est extraordinaire. Et là, vraiment, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai quand même sué sans larmes et eau, et sueur. Il faut quoi? Il faut travailler énormément, il faut démultiplier les contacts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler 50 heures par semaine. Il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut pas avoir de moments de faiblesse. Idéalement, si tu es soutenu, tant mieux. Si tu as autour de toi quand même des... Bon, moi, vraiment... Je ne suis pas à plaindre, quoi. Je peux pas vraiment, ce serait indécent de ma part de me plaindre. C'est très très dur de monter des projets, de faire des spectacles. Et moi, mon grand drame, un de mes grands drames, et vraiment je pèse mon mot drame, ce sont mes amis comédiens ici qui repartent. Tous les artistes franco-israéliens qui repartent, c'est quelque chose que je n'arrive pas à accepter ni à comprendre. Mais ils repartent parce qu'ils ne veulent faire que ça, ou parce qu'ils n'arrivent pas à faire autre chose et ça en même temps? Ça dépend à quel âge tu arrives. Ça dépend si tu parles hébreu, ça dépend si tu as des contacts. Moi, par exemple, pendant le Corona, il y a l'American Acting Center, qui est une école de théâtre pour jeunes professionnels, qui m'ont appelé, qui m'ont proposé de prendre des groupes et de donner des cours. Et c'est ça qui m'a sauvée, mais parce que je parlais anglais. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer Gérard Benamou pratiquement à mon arrivée, qui est devenu un grand ami, qui est un journaliste et qui est metteur en scène et écrivain. Ah oui, on le salue vraiment parce que Gérard, c'est un grand bonhomme. Et sa femme également, d'ailleurs, qui est une artiste hors pair et qui était, elle, qui faisait les costumes pour le spectacle. Donc, qui m'a fait rentrer dans le milieu du doublage.
je pouvais pas en rêver, tu vois, qui est mon gagne-pain principal quand même aujourd'hui, il faut être honnête. Puis donner les cours, voilà, j'ai eu la chance qu'on vienne à moi et qu'on me demande de donner des cours, et ça a donné mon atelier Théâtre en français, qui est un petit bijou, joyau. Il existe depuis longtemps. Depuis 25 ans. Mes élèves ont fait des spectacles absolument incroyables, qu'on a tourné dans tout Israël et tout ça. Donc en fait, ce que j'entends quand tu parles, c'est que tu as su te réinventer, quoi, ou démultiplier tes cartes. Oui, mais j'ai eu la chance que j'avais les outils pour le faire aussi. Tu vois ? C'est-à-dire comme l'anglais. C'est sûr, mais tu t'es formée aussi, parce que donner des cours de théâtre, et tu as appris à donner des cours de théâtre. D'abord, j'ai appris, même si moi je viens de la scène, mais effectivement, j'ai travaillé avec Peter Harris, qui est un grand metteur en scène ici aussi, et puis j'ai fait des études de mise en scène. Ici, au séminaire à Kibbutzim, avec Abraham Dana. Et c'est comme ça que, oui, j'ai commencé. De toute façon, en tant que comédien français, on ne peut pas imaginer ne pas être tout le temps en train de se réinventer, mais c'est très compliqué parce que tout est payant ici. Est-ce que tu as un projet, quelque chose que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore réalisé? Oui, alors d'abord, il y a une chose qui est très importante pour moi, qui me fait beaucoup de bien, c'est quand j'ai la possibilité de faire travailler des artistes franco-israéliens ici. Tu le fais avec le doublage? Alors, je le fais avec le doublage, et ça, c'est vraiment super. Parce que c'est quand même c'est un apport financier qui n'est pas négligeable, même si c'est en plus de, mais c'est mieux que d'être dans un call center. Je rêverais d'arriver à faire un projet avec des artistes franco-israéliens d'ici, un projet professionnel. Ouais. Et en hébreu, avec en mes français élèves, là, je parle en français. En hébreu, ce que je peux faire, c'est jouer. Je l'ai fait. Alors ici, pareil, parce que j'ai joué en yiddish, j'ai joué en arabe. Non, j'ai quand même joué en arabe. J'ai joué le rôle d'une femme syrienne pour une production ultra-orthodoxe, avec une réalisatrice ultra-orthodoxe, avec un catering qui était druze et des comédiens qui étaient laïcs, tel-aviviens, etc. Ça ne peut se faire qu'ici. Ça devait être une expérience exceptionnelle. C'est une expérience exceptionnelle. Et je jouais une femme d'affaires franco-syrienne et je conduisais une voiture parce qu'en plus je planquais, je faisais évader. J'ai une jeune, la jeune héroïne qui s'évadait, qui était planquée dans ma voiture. Et donc je me promenais dans les villages près de Haïfa, là-bas. Je conduisais une voiture avec des plaques vertes comme au Liban. Et tout le monde me regardait comme si... C'était... Non, c'est des expériences incroyables. Ça peut se faire qu'ici, vraiment. Mais ouais, c'est très dur. Le fait qu'il n'y ait pas d'intermittence du spectacle, c'est juste pas possible. Il n'y a pas de sécurité, quoi. Il n'y a pas de filet. Non, il n'y a rien. Il n'y a aucun filet. Mais rien. Est-ce que tu as vu une évolution depuis 25 ans sur ce thème-là ou pas du tout? Une prise de conscience que finalement les artistes ont beaucoup à donner à la société israélienne pour la faire évoluer, pour apporter du bien-être aussi à ses habitants? Non. Non, c'est-à-dire le paysage francophone a beaucoup bougé. Il y a eu beaucoup de Français qui ont fait leur alia, qui étaient des artistes, etc. aussi. Non, je sais pas très reluisant, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a des artistes, qui soient israéliens ou francophones, ici formidables. Les artistes israéliens, évidemment, quoi. Tout ce qui est culture israélienne, il y a des trucs, c'est magnifique. Tu as la chance de travailler aussi en hébreu avec le théâtre du Negev. Ça, j'imagine que ça a dû être une aventure extraordinaire de travailler avec que des Israéliens et dans ton métier. Ouais, ça a été extraordinaire parce que d'abord c'était ce que je voulais faire depuis que je suis arrivée. Une comédie marocaine, figure-toi. Moi qui n'ai pas grand-chose de marocain dans le sang, mais j'adore les Marocains. Et mise en scène par Yaakov Amsalem, avec du chant, de la danse, etc. Et on a tourné pendant 3 ans et demi quand même devant... alors là, c'était des publics de 500 personnes, tu vois, qui dansaient, qui rigolaient. Jouer, c'est un monde magique et plein de surprises. Chaque production est une nouvelle expérience. Le théâtre du Negev est juste à la frontière avec Gaza et c'était pour moi très important de travailler aussi avec les gens du Sud, tu vois. Et pas seulement dans ma bulle de Tel Aviv. Et là, de faire mon métier enfin avec une costumière, une chorégraphe, une musique composée, tout ça, c'est génial. Et ça, c'était en parallèle avec mon monodrame, le challenge de ma vie en tant que comédienne. 1 heure de monodrame en hébreu, qui là était vraiment plutôt du off, du fringe, devant 70 personnes, mise en scène aussi par Yaakov Amsalem. יש לי הרבה דברים להגיד לכם, אבל אני לא יודעת מאיפה להתחיל. קוראים לי קסנדרה ארשמבו, ואני חושבת שהחיים יפים. C'est un de tes plus beaux souvenirs professionnels ou pas?
C'est un des plus beaux souvenirs, ouais, mais j'ai des souvenirs de tournage qui sont aussi extraordinaires, quoi. Ceux dont je parlais avec Raïm Bouzaglo, qui m'a offert aussi un beau rôle dans Blank Bullet, Srak Srak, où j'ai joué en face d'Amo Slavi, qui était un immense comédien, qui est décédé pas longtemps après aussi. Cette série sur l'Alia marocaine qui est extraordinaire, où on a tourné avec Jocelyn Quivrin, Marie-France Pizier, Bernard Campan, Clément Siboni, Denis Sabat, enfin des acteurs extraordinaires. Tu as connu encore une autre partie d'Israël quand tu jouais avec le Théâtre du Negev? Alors, j'ai tourné à Sderot, un film, et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué, un film qui s'appelait, un court-métrage qui s'appelait Rachel, qui était le court-métrage d'un étudiant en cinéma qui a très bien marché puisqu'il était au Market au Corner au Festival de Cannes. Et alors là, quand on arrive à Sderot, Ofakim, etc., c'est aussi un autre monde que Tel Aviv. Mais il y a plein de jeunes qui commencent à percer. Il y a beaucoup de gens qui ont tourné avec des réalisateurs qui donnent la chance ou qui aiment les francophones. Je pense à Zagouri. Alors le cinéma, c'est encore autre chose. Mais le cinéma, moi je vois tous les films qui sortent parce que je fais partie de l'Académie du cinéma en Israël et il y a très très peu d'acteurs qui tournent. Et puis maintenant on tourne très vite, donc il y a une poignée d'acteurs qui sont pratiquement dans tous les films et c'est tout. Alors pour revenir à ton parcours, à toi personnel, qu'est-ce qui fait que tu restes profondément attaché à ce pays? Qu'est-ce qui fait que tu te sens toujours si bien en Israël? Et ce qui fait que je reste ici, d'abord je crois qu'il y a quelque chose d'inexplicable. D'abord la France n'est plus ce qu'était la France. La France n'est nettement moins attirante. Je veux dire, ça suffit pas, on repart pas en France que pour les droits sociaux, quand même pas exagérer. Donc la France est beaucoup moins attractive. Personnellement, j'ai quand même une belle carrière ici. J'ai un fils à l'armée, donc de toute façon, c'est hors de question que je ne sois pas en Israël. Et puis, c'est une fierté pour moi d'être dans ce pays. Moi, je suis une artiste, l'émotion, je ne vis que pour l'émotion. Et ici, c'est un pays qui est tout le temps et dans l'émotion, dans l'urgence, dans la vie. Qu'est-ce qui t'émeut ici? Mon histoire, parce que j'ai l'impression d'être au plus proche de mon histoire familiale. Et j'ai vraiment envie que mes enfants ils soient proches de cette histoire aussi. Ils feront leur choix plus tard, hein, peu importe, mais ça sera là. Et je suis encore étonnée aujourd'hui du chemin que j'ai fait. L'odeur, les gens, j'aime vraiment les Israéliens, quoi. C'est des gens vrais, il y a une solidarité. Voilà, attention, hein, c'est pas le paradis. Hein. J'ai même beaucoup de mal avec énormément de choses. C'est très très dur ici, pas seulement financièrement. Tout le clivage religieux, laïque, tout ça, ça me pose beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'intolérance et il y a beaucoup d'incompréhension. C'est difficile à expliquer. Je reste très attachée à la France, comprends-moi bien. J'adore Paris, j'adore la France, esthétiquement, enfin je veux dire, c'est rien n'est simple, quoi. Bien sûr, il y a quelque chose. Quand j'arrive à Paris, je suis à la maison, je me sens chez moi. Est-ce qu'ici aussi tu es à la maison? Ouais, ici aussi, mais je trouve ça quand même dommage qu'il faille, et là je parle pas pour moi, je parle pour tous les Olim. Encore une fois, je sais pas pourquoi ça me touche autant, je ne supporte pas que des Olim repartent. Vraiment, j'en pleure, c'est pour moi catastrophique. Je pense qu'on pourrait un peu plus, tu vois, nous accueillir, nous aider. Évidemment, on va pas entrer dans les histoires de diplôme et tout ça, mais c'est très très dur pour les Olim. Quand je t'entends et quand je vois ton parcours, on se rend compte que ce qui fait que quand tu as réussi à monter quelque chose, un projet ou à réussir quelque chose, c'est parce que tu étais proactive. Toujours. Est-ce que c'est ça le secret finalement de la réussite ici? Ah oui, bon alors ça bien sûr, tu as complètement raison. Non mais Cathy, non mais surtout que nous les Français, on a un peu tendance à être assis, tu vois, sur notre charmant postérieur et attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes et que voilà, et qu'on pense que tout va nous arriver dessus. Non. Alors ici, il faut faire et agir et tomber et se relever. Et il y a quand même une chance ici, c'est qu'il n'y a pas ce côté hiérarchique de la France que je déteste d'ailleurs. C'est-à-dire ici, tu peux faire tous les travaux, enfin moi ça m'est arrivé pendant des périodes de creux, je suis allée vendre des bijoux fantaisie, quoi. Il n'y a aucun problème. Quand tu es comédien, c'est pas parce que tu fais une pub pour la lessive. Il n'y a pas de honte à gagner sa vie. Il n'y a pas de honte à gagner sa vie, peu importe ce que tu fais. Et d'ailleurs, ça c'est une des valeurs que j'ai prises de ma grand-mère et que j'essaie vraiment de transmettre à mes enfants, c'est le respect pour
pour le travail quel qu'il soit, pour la personne quel qu'il soit. Et en Israël, je pense que je suis à la bonne place parce qu'il n'y a pas cette notion de hiérarchie quand même. Tu peux parler avec tout le monde à hauteur Dieu et ça c'est magique je trouve. Il y a quand même une humanité ici qu'on trouve nulle part. Et puis après, comme on dit, je veux dire ici c'est que la Shoah n'existe plus jamais quoi. Et on est chez nous, clairement. On a payé très cher.